Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 décembre 2019. Alors tel que promis, je vous lis un passage tiré de ceci, Histoire d'en lire, de Michael Andelzatz, qui est critique littéraire et rédacteur en chef du supplément littéraire de Haaretz, grand quotidien israélien. Alors j'enregistre cette petite vidéo dans la, je vous dirais, la bibliothèque principale, ma bibliothèque principale. Vous voyez le bordel inimaginable, bordel d'autant inimaginable qu'une partie de l'inventaire de la librairie, alors je ne vous ferai pas un panorama là, de l'ampleur des dégâts, qu'une partie de l'inventaire de la librairie et une partie importante de ma bibliothèque, eh bien, sauf ce qu'il y a sur les rayons. Alors, vous voyez ce qu'il y a sur les rayons. Tenez, je vais vous montrer. Ce que vous voyez ici derrière, c'est la librairie. Et la pile qui est là, eh bien, c'est les livres que je dois trier. D'abord, non, ils ont été triés, évalués et classés, et voilà. Quelques centaines. On y retrouve quoi là-dedans? De la philo, Bergson, Dostoïevski, enfin, des ouvrages de fond. Parce que la librairie, en fait, je ne vends que des livres qui ne se démodent pas, ou presque. Alors, ce qu'on voit ici, c'est Roger Munier, Esquisse du paradis perdu. Une photo originale dans la librairie d'Henri Tranquille. Et on y aperçoit des peintres, des automatistes. Ici, le sigle de la confrérie, de la librairie ancienne du Québec, et cet ouvrage-là, Walter Mehring, La bibliothèque perdue, une histoire d'une bibliothèque, attendez, je vais vous le montrer, mais j'en ai déjà parlé, non, j'en parlerai une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, c'est des piles, certains, et là, ici, sur ces piles-là, ben, il y a des choses qui vont dans la librairie, et il y a des choses qui vont à qui vont rester là. Je sais pas comment je vais finir par parvenir à classer ça. J'ai engendré un double monstre. La librairie, bon, ça doit quand même être correctement tenu puisqu'elle est ouverte au public. Et ici, qui est mon espace privé, vous voyez, on ferme la porte, eh bien, c'est pas obligé d'être en ordre, mais j'arrive pas à comprendre. On a dit, ouais, c'est l'accumulation. C'est pas ça, là. Parce que il y a pratiquement, sur les rayons, en tout cas, il y a pratiquement que des bons livres. Et ils sont le reflet de ma curiosité. Évidemment, j'en ai pas lu. J'ai lu à peu près 20% de ma bibliothèque. En ça, on ne reviendra pas là-dessus. Le mot, vous connaissez le mot que je me plais à citer, mais j'ai jamais retrouvé la citation, celle d'Anatole France. Une bonne bibliothèque, c'est 10% de livres lus. Et Anatole France en possédait 100 000. Il en avait lu donc 10 000, ce qui est considérable. Pour ma part, je suis loin d'avoir atteint, peut-être pas si loin que ça, en fait, mais ça fait un beau décor. Mais sans doute, je finis par m'approcher de ce chiffre hallucinant de 10 000. D'ailleurs, Henri Tranquille affirmait en avoir lu 10 000. Faut que là, la librairie est ouverte, je vais juste jeter un petit coup d'œil, voir s'il n'y a personne qui n'est pas rentré. Ouais, j'aimerais bien faire la vidéo d'ici. Alors, j'ai l'impression, cette impression-là, j'ai entrepris depuis quelques semaines, du fait que je suis moins actif sur ma page Facebook, de mettre de l'ordre là-dedans. Mais que signifie au juste mettre de l'ordre dans une affaire aussi monstrueuse? Je ne sais pas trop. Puis comment j'ai fait pour engendrer ça? Ma curiosité est irrépressible. Elle est restée intacte depuis l'enfance. Et je ne sais pas comment je sais pas comment je ferais. Je suis loin de la formule de Marc Aurèle, rejette la soif des livres. Faut dire, je suis pas empereur aussi. Ça aide à rester calme. Mais cette soif-là, elle est complètement...
Je sais pas. Et puis, en plus, j'ai l'impression, je sais pas si ça va finir par... c'est pas juste une promesse d'éternité. J'ai l'impression qu'on meurt pas quand on est en présence des livres. Que la mort ne nous touche pas, la mort ne nous atteint pas. Là, je regarde sur les rayons, je vois là Eugène Dréverman, dont on n'entend plus parler, hein, le théologien, qui a été, je pense qu'il a été, Rome, il a été suspendu à Divinis, je pense. Alors, son célèbre essai sur le mal, en 3 tomes. Je vois Pascal Quignard, je vois Jung, hein? Jung qui est très important dans mon Sartre. Des Chimarous, là, je jette un coup d'œil ici un peu partout. Calafert, que vous ne pouvez pas voir, mais Calafert, qui est hyper important. Son journal que j'ai lu intégralement. Pierre Bergogneau, dont j'ai lu le journal aussi. Psioran. Bertrand Delvaille, son journal, qui est très important aussi. Lukács, La destruction de la raison, en 2 tomes. Critique de la vie quotidienne. Bon, enfin, je ne suis pas là pour vous, mais en début d'année, j'en suis venu à penser que j'ai fait une série de vidéos sur les derniers grands lecteurs, alors, ce qui rejoint un peu les propos de Steiner. J'en suis venu à penser qu'il existe une écologie de la lecture et que c'est important qu'il y ait des lecteurs qui se maintiennent dans leur activité de lecture et qu'ils doivent continuer à lire et que le salut du monde passe, d'une certaine manière, par ces grands immobiles. Qu'une partie de la sauvegarde de l'esprit passe par des lieux comme celui-ci, des dépôts de livres, où des gens restent là, ne quittent plus leur bibliothèque personnelle. C'est pas de l'égoïsme de toute façon. Si il y avait un article ce matin dans la je n'arrive pas à le dire, mais je vais le dire à ma manière, la Netflixication, Netflix, tout le monde est sur Netflix. Les téléséries sont en train de... C'est un véritable problème, à mon avis, de santé publique de l'esprit. On peut pas passer sa vie, ses soirées, son temps libre, son temps de cerveau disponible, comme disent les publicitaires, écrasé dans son sofa. C'est pas possible. Il y a 30 ans, le Canadien moyen passait 27 heures de télé par semaine. Et si on mettait bout à bout, ça donnait 10 ans de vie. 10 ans de vie jour et nuit devant son petit écran. Si on vous annonçait qu'en commençant votre existence sur Terre, vous passeriez 10 ans immobile devant une petite boîte qui fait des sons et des images, vous seriez terrifié. Et là, maintenant, avec les écrans, parce que, bon, tout le monde maintenant se vante de ne plus avoir de télé, ce qui a un non-sens, parce que on n'a plus de télé, mais on a 3 autres écrans à la place. Avant, on n'avait qu'un seul écran, c'était l'écran de télé. Maintenant, c'est l'écran du portable, c'est l'écran du cellulaire, et c'est le grand écran qui triomphe aussi souvent dans le salon, hein, pour pouvoir écouter Rome, eh bien, ou Game of Thrones, eh ben, il faut le grand écran. Alors maintenant, ce que les statistiques nous révèlent, c'est que le Canadien moyen passe 47 heures devant des écrans, les écrans multiples. 47 heures par semaine. Alors là, c'est un autre 10 ans qui vient de s'ajouter. Là, c'est 20 ans. C'est une condamnation à vie. Hein. Vous êtes condamné, vous condamnez vous-même à l'immobilité. Alors, après ça, étonnez-vous pas que votre vie va plutôt mal. Alors, je dirais, la première chose à faire, on débranche tout. On débranche tout. Et si vous êtes un lecteur, une lectrice, et si pour vous c'est important, eh bien, il faut prendre des mesures écologiques. Vous vous retirez du spectacle odieux, visuel, aurait dit Sol.
L'essayiste, c'est tiré toujours d'Histoire d'en lire. L'essayiste George Steiner vient de publier un nouvel essai intitulé Passion impunie, dont le Sunday Times a reproduit un court extrait qui mérite d'être cité. Steiner achève son texte, le lecteur peu commun, par ces mots. Quelle effrayante responsabilité en effet, mais aussi quel incommensurable privilège que de savoir que la survie de la littérature, même la plus grande, dépend d'une lecture bien faite, et de savoir qu'on ne saurait laisser cet acte de lecture à la seule garde de spécialistes doublés de mandarins. Triste perspective pour le dilettante que je suis, qui ne saurait dédaigner de tels propos, car Steiner est un homme respectable et très écouté. Ne prophétisa-t-il pas, dès 1961, la mort de la tragédie? Depuis, plus personne n'a osé en écrire. Et s'il prédit le déclin de l'écriture et du livre lui-même, il est grand temps de s'interroger à ce propos. Steiner estime cependant qu'il est vain de se répandre en lamentations à ce sujet. C'est précisément dans le passage renfermant cette sombre prophétie où il prétend que le livre ne peut se substituer qu'en tant qu'incommensurable privilège que j'ai pu trouver quelque consolation. Et c'est bien en effet ainsi qu'apparut le livre à ses débuts. Seuls des individus ou des institutions qui en avaient les moyens, l'Église, les rois et les nobles, pouvaient s'offrir le luxe de posséder des bibliothèques, voire même de commander la rédaction de livres et leur fabrication. Ainsi le livre est-il parvenu jusqu'au 19e siècle, démocratique, où la diffusion de la lecture et l'essor technologique en firent un produit accessible à tous. On ne peut sous-estimer cet immense impact social qui a fait descendre le livre de son rang de privilège à celui de produit de consommation pour tous. Grâce au livre se sont diffusées et propagées un certain nombre des idées majeures qui ont influencé notre vie. Ce fut un extraordinaire processus nécessaire et indispensable. Mais en même temps s'est produit l'inévitable déclin de la valeur du livre, devenu incontournable dans le domaine de la lecture comme dans celui de l'écriture. Il n'était déjà plus un produit propre à éveiller l'émotion. Le premier venu peut écrire un roman en 3 volumes. Il suffit pour cela d'une ignorance totale de la vie et de la littérature, professe Gilbert dans La critique est un art d'Oscar Wilde. C'est ainsi que lecteurs et auteurs se sont multipliés à tel point que le livre finit par ne plus être incontournable. La profusion d'ouvrages ne permettant plus de différencier le bon du mauvais, le chiffre des ventes apparut pour beaucoup comme un signe de qualité et la valeur des livres s'amenuisa. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'ordinateur et les CD-ROM ont donné le coup de grâce au livre tel que nous le connaissions jusqu'à présent. Mais peut-être sera-t-il salutaire et le livre redeviendra-t-il un privilège. Un objet que nous offrirons moyennant un effort financier qui lui rendra toute sa valeur, nonobstant son coût, celle d'un objet cher, aimé et convoité. Ainsi redeviendra-t-il un symbole discriminant. L'avantage de l'homme qui lit sur l'autre, informatisé, moderne, progressiste, résidera dans le fait de considérer le livre comme un incommensurable privilège. Ouais, privilège et responsabilité. Peut sembler une idée saugrenue que le sort de la planète repose finalement sur des êtres immobiles, sur des êtres qui ne bougent plus. Le sort de la planète qui, nous, on participe peu à la destruction. On garde des alvéoles de sens. On protège. Il nous faut encore des lecteurs de Dostoïevski.
Il nous faut encore des lecteurs de Cervantes. C'est vrai que c'est un privilège, mais c'est également une immense responsabilité. Je vous montre quelque chose d'autre de Georges Steiner, Le sens du sens, en édition trilingue, mais la petite curiosité, c'est que le livre est autographié par Georges Steiner. Je l'avais mis en vente il y a quelques jours, et puis finalement, celui qui me l'a proposé à la vente m'a fait une offre qu'il m'a été difficile de refuser. Et peut-être je vais le garder tout simplement. Ouais. D'autant qu'Alexis Filonenko, un philosophe assez important, compare ce texte à la célèbre conférence de Heidegger sur la métaphysique. Alors ça en jette. C'est quelques pages. Et c'est sur la lecture, entre autres. Alors, ouais, je pense que je vais le conserver, tout simplement. Alors, je vous montre d'autres choses, tenez, qui traînent un peu partout. Tribune juive, hein? Guiloche Rocca, que j'ai fréquenté pendant pas mal d'années. C'était pas mal amusante, Guiloche Rocca, qui a fondé la Tribune juive, une revue féministe, La Parole Métèque. Et elle m'avait donné donc l'intégrale de La Parole Métèque et de la Tribune juive. Guiloche Rocca, qui est aujourd'hui décédée, qui est morte d'un cancer, elle voulait vivre, elle, en tout cas. Elle s'est battue comme une... elle n'acceptait pas. Elle n'acceptait pas de disparaître. Et peut-être je vois... Attendez, parce que ce qui m'a... mémoire bariolée, post-Shoah, peinture, poème, récit de Guta Tirangiel. On voit sa photo, tenez, je vous la montre. Je vais voir ce qu'elle dit. Une entrevue avec... Ah non, attendez. Ouais, c'est un entretien avec une survivante des camps. Bonjour, bonjour. Donnez-moi une minute, madame. Bon, ben voilà. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors demain, je vous lis un petit passage à la première personne. À la première personne, dont de Alain Finkielkraut, concernant Heidegger. Personnellement, ça fait 40 ans que je me débat avec Heidegger. Le combat avec l'ange Martine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite, toutes les suites inimaginables. Mais persistez dans votre conatus de lectrice, de lecteur. Persistez. Il y va du salut du monde, l'air de rien. Il faut que les niches écologiques de l'esprit soient préservées. Merci, bonne journée à tous et à demain.